Hello, c'est Léa, la fondatrice du Tilt. Avant l'écoute de cet épisode, je prends juste 1 minute pour vous parler d'un projet un peu particulier qui me tient vraiment à cœur. Il existe un lieu que j'adore, niché au cœur de la forêt d'Orléans. Un endroit où je suis déjà allée plusieurs fois pour me reposer, pour écrire, pour réfléchir. Et ce lieu s'appelle Parenthèse Tiny House. Et Parenthèse, pour mon plus grand plaisir, m'a invitée à animer une retraite de 3 jours sur la thématique « Donner un nouvel élan à sa carrière ». Évidemment, je ne pouvais pas refuser, donc je vous accueillerai là-bas les 6, 7 et 8 juillet prochains dans ce cadre unique en pleine nature où vous logerez dans de superbes tiny house tout confort personnalisés par des artistes et des auteurs. Pendant 3 jours, nous prendrons le temps de travailler en profondeur sur votre vie professionnelle, au travers d'exercices, de coaching, de temps d'écriture et d'échanges en groupe. C'est un espace pour celles et ceux qui se posent des questions comme « Est-ce que ma carrière peut continuer comme ça ou est-ce qu'il faut que je change des paramètres ?» Quels sont mes talents réels sur lesquels je pourrais m'appuyer pour la suite ? À quoi pourrait ressembler une trajectoire professionnelle plus alignée avec qui je suis aujourd'hui ? Ou encore, qu'est-ce qui me retient de bouger professionnellement ? Dans ces moments de questionnement, la forêt a un vrai pouvoir. Elle nous permet de ralentir, de nous apaiser et de retrouver de la clarté. Toutes les informations pour cette retraite chez Parenthèse Tiny House sont disponibles dans la description de cet épisode. Moi, je vous dis à bientôt en forêt et je vous laisse à l'épisode. En 2021, je recevais Bertrand Fussien à mon micro pour la première fois. À ce moment-là, il venait me raconter sa récente reconversion professionnelle. Il quittait l'événementiel pour devenir fleuriste et venait tout juste d'ouvrir sa boutique dans le 11e arrondissement de Paris. Cette première rencontre, c'est la discussion que vous allez écouter ici. Bertrand y est encore très proche de ce moment de bascule. Il raconte avec beaucoup de sincérité ce que c'est que de tout remettre à plat dans sa vie et de repartir de zéro professionnellement. Il décrit subtilement cette sensation très agréable de se sentir à sa place. Alors je vous propose de réécouter cette conversation avec ce regard-là, comme une photographie d'un moment précis, celui de la lune de miel d'une reconversion. 4 ans et demi plus tard, Bertrand est revenu à mon micro. Et il m'a dit quelque chose qui m'a rendue curieuse. Si on refaisait cet épisode aujourd'hui, je ne dirais plus du tout la même chose. Alors je vous propose d'écouter la version de Bertrand Artisan Floral de 2021, juste ici. Et si vous voulez aller découvrir la suite de son histoire, vous pouvez écouter l'épisode qui suit, l'épisode 122 que nous avons enregistré ensemble en février 2026 pour savoir où en est Bertrand dans sa vie professionnelle. Bonne écoute! Salut Bertrand! Salut! Je suis ravie de te recevoir sur le Tilt aujourd'hui. Merci beaucoup. Bertrand, tu es fleuriste. Tout à fait. Mais ce n'est pas ta première vie professionnelle. On va en rediscuter ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi sans parler de ton travail ? Alors, te parler de moi sans parler du travail. C'est vrai que c'est pas forcément évident parce que le travail prend une grosse partie de ma vie, même si je n'ai pas vraiment l'habitude de parler de travail parce que c'est plus vraiment une passion, plus un hobby. C'est un peu honteux de dire ça, mais je m'amuse en travaillant plus qu'autre chose. Mais qui suis-je en dehors de mon travail ? Bah écoute, je pense que je suis quelqu'un d'assez passionné de façon générale. Il y a plein de choses que j'aime. J'aime bien les vieilleries, j'aime bien la musique, j'aime bien le cinéma. Enfin, il y a plein de trucs un peu basiques que j'aime. La cuisine, beaucoup. Le vin, énormément, trop d'ailleurs. Ouais. Et j'essaye d'être quelqu'un de toujours positif, le plus bienveillant possible. C'est des éléments qui sont vraiment importants pour moi. Et que j'essaye de mettre en œuvre tout au long de mes journées. Ok, génial. Et du coup, quels sont
tes activités professionnelles aujourd'hui? Mon activité professionnelle, c'est donc être fleuriste. Donc ça va être de la fleur coupée fraîche, beaucoup de fleurs séchées, que les gens aiment beaucoup en ce moment, les gens adorent ça. Pas mal de plantes d'intérieur, d'extérieur, et de façon générale, on va dire que même s'il n'y en a pas une précise, la thématique, en tout cas ce que j'aime faire, c'est de chercher des choses un petit peu différentes en termes de produits qu'on va pas forcément voir partout, même si j'ai clairement pas la prétention d'être le seul à vendre telle ou telle plante ou telle fleur, mais de trouver des trucs qui me font rire, des trucs qui sont rigolos, des plantes qui vont ressembler à des cervelles, des plantes qui vont ressembler à des animaux reptiliens, enfin des reptiles, tout ce genre de trucs un petit peu rigolos. Génial. Mais du coup, ça me questionne. Je me dis, mais où est-ce que vous, les fleuristes, vous fournissez en fleurs? Où est-ce que tu trouves des fleurs qui ressemblent à des animaux? Alors moi j'ai une façon de me fournir qui est un peu particulière, c'est que je me fournis un petit peu partout. Je vais essayer de favoriser au maximum l'écologie, même si c'est pas toujours évident, tout en sachant que le métier de fleuriste n'est pas un métier écologique, on le sait. Donc moi je vais me fournir pas mal à l'étranger, notamment dans les pays du Nord, et aussi tout le monde le sait, tout le monde le connaît, aux mines. Donc ça c'est le marché international de Rungis, où tous les fournisseurs, notamment les fournisseurs d'Île-de-France, enfin pas mal de fournisseurs d'Île-de-France sont représentés pour certaines catégories de produits. Mais moi je me fournis un peu partout. Ouais, voilà. tu pioches par-ci par-là pour. Ouais, exactement. Ok, génial. Et du coup, tu n'as pas toujours été fleuriste dans ta vie. Tout à fait. Quelle était ta première vie professionnelle? Alors, quand j'étais petit, je voulais être vétérinaire, boucher ou fleuriste. Et j'ai fini dans la com par le plus grand des hasards. Ça a été fait par le biais des études qu'on commençait au collège en termes de précision de type d'études. Donc je suis parti dans la com, j'ai fait mes études supérieures dans la com et je me suis retrouvé dans une agence événementielle en Bretagne où j'ai été dans un premier temps wedding planner, donc avec essentiellement une clientèle mariage mais aussi pas mal d'événementiels, pro et perso. Où je suis resté pendant quelques années sur la fin de mes études et après j'ai été embauché. Et suite à ça, j'ai fait un crochet pendant 2 ou 3 ans de mémoire dans le secteur du web, tout simplement parce que je me suis fait débaucher par une boîte en Île-de-France qui cherchait un responsable marketing pour des sites internet de vente en ligne. D'accord. Et de mise en relation sur des services, notamment des services à la personne, etc. Et donc je suis resté 3 ans dans cette boîte-là. C'était très sympa. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et il y a eu un licenciement économique qui était finalement une bénédiction pour moi parce que ça m'a permis de retourner dans mes premières amours d'événementiel. Et je suis donc reparti en agence pendant pas loin d'une dizaine d'années, où j'avais un poste qui a commencé en chargé de projet, qui finissait en directeur prod, donc à Paris, où ça m'a permis de rencontrer des clients absolument extraordinaires dans des très très grosses boîtes américaines, comme des clients perso pour des petits anniversaires trop sympas, enfin vraiment un panel de clients vraiment hyper éclectique. Génial. Donc tu as eu quand même une carrière hyper fournie au final dans cette première partie de vie pro, quoi. Complètement. Après, c'était vraiment une première partie de carrière où j'étais vraiment sur un job, notamment en bureau, où il y avait pas mal de prod sur les événements, mais pas mal de temps en bureau. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que le rapport aux gens, les gens entre guillemets de la rue, tout simplement, me manquait. J'avais beaucoup de rapports avec mes clients qui m'appréciaient beaucoup et que j'appréciais énormément, avec les prestataires, parce que ça c'était vraiment hyper important pour moi d'être fidèle avec mes prestataires, de entre guillemets les traiter de la meilleure façon possible, donc une négociation des deux côtés pour avoir des bons prix pour mes clients mais aussi des bons prix pour mes prestataires, donc ça c'était vraiment important. Mais je me suis rendu compte que j'ai toujours été fait pour être dans le commerce, le rapport à la clientèle, le rapport à la rue, etc. Typiquement, dans mon métier d'aujourd'hui, je vais
quasiment toutes les semaines la même petite mamie qui va venir m'acheter une rose à 2 €, et je sais qu'elle va être super contente, et je sais que sur ça je gagne que dalle, et ça a aucune importance. Enfin, c'est vraiment le rapport humain. Ouais. Mais tu gagnes important. Comment on dit, en chaleur humaine. Ouais, en chaleur humaine, exactement. C'est pas financier. C'est génial. Donc du coup, si je résume, donc toi t'es normand à la base, c'est ça? Tout à fait. Donc Normandie, ensuite Bretagne, pour tes premiers amours en événementiel. Exactement. Ensuite le digital à Paris. C'est ça. Puis un retour à l'événementiel. Ouais, à Paris aussi. À Paris également. Et là, tu commences à connecter les points entre tes différentes expériences professionnelles, l'humain, le commerce, etc. Et quel a été ton tilt au final pour démarrer cette reconversion? En fait, je pense que ça a été 2 choses. Il y a une première partie de cette prise de décision qui a été motivée par quelque part une volonté de partir de Paris à un moment donné de ma vie. Je sais même pas si ce sera dans 10, 15 ans. Mais dans l'événementiel, pour l'avoir fait, c'est vraiment pas évident. Sans faire de gros clichés de parisianisme, la majeure partie du travail, en tout cas le travail rigolo qui m'amusait, est à Paris. Et de partir en province en restant dans l'événementiel, t'as vite fait de faire la foire à la saucisse à l'Intermarché. Bon, c'était pas forcément ce qui me faisait trop vibrer. Ça te faisait pas envie? Pas vraiment. Donc je voulais trouver quelque chose qui me permette de partir, que ce soit à l'étranger ou dans une ville, je vais dire une bêtise, mais dans une ville comme New York, comme dans le fin fond du Poitou, un tout petit village. Et donc je me suis un peu écouté et je me suis un peu rappelé les différents rêves professionnels que j'avais quand j'étais petit. Vétérinaire, c'était un peu compliqué parce que reprendre des études scientifiques, je pense pas forcément avoir les capacités mentales. Reprendre des études scientifiques, ça aurait été un petit peu trop compliqué. Boucher, c'est un truc qui m'aurait fait vibrer, vraiment énormément. Mais pareil, là, pour le coup, c'était pas forcément le cerveau qui aurait eu du mal à suivre, mais plutôt le dos. Porter une carcasse de 300 kilos à mon âge, c'est pas forcément une bonne chose. Et le métier de fleuriste, c'est quand même physique? Le métier de fleuriste, c'est quand même physique, mais c'est pas un veau de 300 kilos que tu portes tous les matins. Mais c'est effectivement quand même, entre guillemets, relativement physique. Et donc je me suis dit, mais vas-y, mais écoute-toi pour une fois, tente le truc, et donc fleuriste. Et la deuxième partie, le deuxième élément un peu motivateur, motivant, je ne sais pas, bref, ça a été un changement de vie global. J'ai hélas subi, je sais pas si on peut dire hélas subi, mais je me suis séparé de mon conjoint à l'époque. Grosso modo, tous les changements ont eu lieu pendant le même mois. Je me suis séparé de mon Tout ex. s'est passé en un mois? En un mois. D'accord. Je me suis séparé de mon ex, j'ai quitté mon appartement, je me suis mis à mon âge en colocation parce que du coup, changement de vie professionnelle, donc j'ai divisé mon salaire par 3. T'avais quel âge à l'époque? C'était en 2017. D'accord. C'était en 2017. Fais-je devoir dire mon âge? Non, mais t'es pas obligé. C'était en 2017. Non, il n'y a pas de problème. J'avais quel âge? T'es pas obligé de le dire, si tu veux pas. Parce qu'en fait, là, c'est le calcul mental qui est à faire. Je suis un peu fatigué. 2017, j'avais 32 ans. Ok. Donc t'as entamé ce changement de vie un peu global au début de ta trentaine. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc en un mois? En un mois, j'ai tout changé. Secteur d'habitation, secteur pro, secteur amoureux, la totale. Ça n'a pas été évident, mais du coup, comme tout est arrivé en même temps, ça m'a permis de vraiment me focus sur cette nouvelle vie et surtout, au final, c'est assez égoïste de dire ça, mais de me focuser sur moi-même et de m'écouter. J'ai commencé une psychothérapie en ce moment-là, etc. Ça a vraiment été un changement de vie hyper profond, même au-delà du côté professionnel, ça a été très profond, humainement parlant, on va dire. Ok. Et quelles ont été les premières briques du coup pour entamer cette reconversion? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as été rencontrer des acteurs du secteur? Comment ça s'est passé? Eh bien, écoute, figure-toi que je connaissais, par le biais de ma vie d'avant, une femme extraordinaire qui avait une boutique de fleurs à Auxerre.
J'adore. Voilà. Qui? Ita. Ah, bien sûr, c'était notre voisine. Bah voilà, Ita Boursier. J'habitais juste à côté. Qui est un être formidable et qui m'a pas forcément ouvert les yeux sur ce changement de vie, mais m'a fait me rendre compte que c'était un beau métier et que c'était un métier où tu pouvais véhiculer des belles valeurs et où tu pouvais véhiculer complètement du bonheur, tout simplement parce que cette personne, Ita, est vraiment quelqu'un d'ultra souriant. Enfin, c'est vraiment une femme profondément bonne, bienveillante, etc., qui sont encore une fois des valeurs qui sont importantes pour moi. Et du coup, ça a été vraiment quelqu'un qui m'a poussé, mais tout le monde, quoi qu'il en soit, de façon globale, tout le monde m'a poussé. J'ai eu le soutien de mes parents, sur lequel j'avais pas forcément de surprise, mais j'aurais compris que ça aurait pu leur faire peur. Parce que quand t'as ton gamin qui, dans sa trentaine, te dit bon bah en fait je change complètement de carrière, alors que c'est quelque chose que je construis depuis des années, exactement. Même au-delà du changement, c'est surtout aussi l'aspect financier, parce que du coup on réduit un peu le champ des possibles en termes de vie et de dépenses. Mais ils m'ont vraiment poussé. Ils ont vraiment été tous les deux absolument formidables. Mes deux parents, mon frère également. Mais tous mes potes aussi. Tous mes potes m'ont poussé sur ce choix-là. Est-ce que ça les a surpris, ce choix, ou pas? Certains, oui. D'accord. D'autres, non. Parce que c'est vrai que j'ai pas toujours eu l'habitude de parler trop de moi. Je suis plus quelqu'un qui est dans l'écoute que, bizarrement aujourd'hui, mais plus dans l'écoute que dans la parole. Et ces rêves de gosse, peu de personnes, au final, étaient au courant. Mais bon bah maintenant, quelques années après, c'est une évidence pour tout le monde. Tout le monde me dit que je suis à ma place, quoi. C'est fou, c'est incroyable, génial. Et toi, tu te sens à ta place? Complètement. Moi, aujourd'hui, je suis hyper épanoui. Je suis vraiment heureux. Enfin, c'est la première fois de ma vie que je suis aussi heureux. C'est génial. Pro et perso, parce que l'un va pas sans l'autre, évidemment, quand ça, on fait ce genre de métier. C'est sûr, ouais. Je le dis dans tous mes podcasts, mais on vient au travail avec qui l'on est. Donc, il faut travailler les deux ensemble, sinon on s'en sort pas. Donc, du coup, dans un premier temps, tu as rencontré Ita. Donc là, c'est le moment où on fait un petit big up à tous les Auxerrois qui vont nous écouter. Ita qui a une boutique magnifique, il faut le dire, c'est vrai, à Auxerre. Qui a été reprise par Solène juste après. Récemment. Ouais. Donc, tu as rencontré Ita et là, tu t'es dit que ce domaine et les valeurs qui étaient autour, le côté esthétique, etc., ça te plaisait et que tu avais envie de te lancer dans cette voie. Ça faisait longtemps que ça me trottait, parce que même dans le monde de l'événementiel, j'essayais sur pas mal d'événements de placer des fleurs, même si j'y touchais pas, mais en tout cas j'essayais de créer les décors avec les fleuristes, etc. Mais pour le coup, cette personne m'a ouvert les yeux sur la faisabilité, c'est-à-dire que au final c'était pas tant un rêve, c'était pas tant un fantasme que ça, c'est que c'était possible, et c'était possible d'en vivre aussi, parce que faut pas oublier l'aspect financier, faut savoir vivre, et c'était jouable en fait, c'était jouable. Je connaissais le secteur entre guillemets vraiment de très loin, mais je savais ce que c'était, etc. J'étais consommateur, tout ça, mais elles m'ont ouvert les yeux sur la faisabilité. C'est vraiment ça. Donc au final, c'est ça. Comme tu dis, c'est devenu un projet possible dans ta tête, et c'est ça qui a enclenché le changement. C'est ça, et aussi, sans être vulgaire, d'avoir une sacrée paire, parce que c'est vraiment une décision qui est pas forcément facile à prendre, qu'impacte beaucoup de choses, qu'impacte ta vie à toi, mais qu'impacte aussi la vie des gens autour de chez toi, enfin autour de toi, dans ton cercle amoureux, amical et familial. C'est vrai au final, on en parle peu, je trouve, mais le fait d'être bien entouré quand t'as des changements de vie, et notamment des changements de vie pro comme ça, hyper clés, qui toi te transforment hyper profondément, c'est quand même capital. C'est primordial. C'est vraiment primordial. Je vais pas dire que c'est sur ça que se base la réussite d'un projet, mais ça en fait partie. Et le fait que j'ai tout changé au même moment, ça a pas été évident. Parce que du coup j'ai été soutenu par pas mal de personnes, mais dans mon couple à l'époque, du coup ça a explosé à ce moment-là, donc j'ai pas pu avoir le soutien dont j'aurais rêvé
à ce moment-là. Même si je l'aurais eu, c'est certain, la personne avec qui j'étais était quelqu'un de formidable, mais la vie a fait qu'on s'est séparés, et voilà, mais c'est vraiment important. Petit conseil aux auditeurs, c'est vraiment, vraiment important d'être entouré, d'être compris, et donc c'est vraiment important de parler, en fait. C'est primordial de communiquer, d'expliquer, d'emmener un peu les gens dans ton projet, tout en sachant qu'il faut que ce soit quand même ton projet. C'est vachement important de créer quelque chose qui te ressemble, et de vraiment d'avoir ton propre bébé, mais d'être emporté par tes proches est vraiment primordial. Ouais. Et comment tu leur as annoncé? Tu leur as dit bon bah ça y est, ma décision est prise, je vais devenir fleuriste. Ouais, grosso modo, ça a été un peu ça. Ça a été un peu ça, sachant que, encore une fois, tout le monde s'est pris tous les changements de ma vie un peu en pleine face au même moment. Donc ça a été un moment où j'ai aussi rencontré des nouvelles personnes. Du coup, ça a été plus facile de communiquer sur ça. Mais ouais, c'était en grosso modo, bon bah écoutez les gars, voilà, je pars. It's happening. C'est maintenant. Ok, et donc du coup, t'as quitté ton entreprise d'événementiel à l'époque, ouais. C'est ça? T'as posé ta dème, comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé de façon hyper propre, parce que ça pour moi c'est un élément qui est vraiment important, et je m'en rends compte maintenant en tant que patron, c'est qu'il faut toujours être honnête et être propre, que ce soit quand t'es patron, mais aussi quand t'es employé. Et je me rends compte qu'aujourd'hui c'est pas forcément toujours le cas, que tout le monde fonctionne pas de cette façon-là, mais en tout cas moi à l'époque c'était vraiment important d'être dans le respect, que ce soit de mon patron à l'époque, mais aussi de mes clients. Parce qu'on avait des rapports hyper humains. Je me souviens qu'à l'époque où je l'ai annoncé à mes plus gros clients, qui étaient quand même des grosses boîtes américaines, ils ont organisé un déjeuner au restaurant de l'Opéra où ils m'ont couvert de cadeaux, ils m'ont marqué des petits mots, machin. Enfin, c'était hyper touchant. Et c'est pour ça que pour moi c'était vraiment hyper important de construire mon départ, à savoir mon départ de l'agence, il s'est fait sur 6 mois. J'en ai parlé longtemps à l'avance à mon patron. On a décidé il a décidé de me remplacer par une nouvelle personne qui est venue bien en amont, donc j'ai pu la former, sur l'espace de 3 mois. Enfin, c'était vraiment hyper important. On a fait une rupture conventionnelle, donc ça a été super de sa part. Il a été formidable, parce que du coup, ça m'a permis de toucher des aides de l'État, le chômage, etc., sans qui j'aurais clairement pas pu construire ça, c'est pareil, c'est un peu un tabou en France du passage par le chômage pour se réinventer. Je pense qu'il y a énormément de gens qu'on voit dans leurs projets qui marchent, etc., qui ont eu aussi ce passage-là qui est hyper important et qui permet, d'avoir un support financier quand même non négligeable au début, et se délaisser de ce poids, sachant que je sais pas si t'es passé par une formation, mais la formation, la construction de toi. En l'occurrence, c'était une entreprise derrière. Ça prend énormément d'énergie, donc si tu peux avoir une aide de ce côté-là, c'est quand même assez incroyable. Donc, au final, t'as conclu cette première partie de vie professionnelle d'une manière assez propre. Ouais. Est-ce que t'as eu la sensation de mettre le point final à une partie de ta vie pro ou pas? Ouais, clairement. Ouais. Ça a vraiment été un moment où je vais pas dire que je suis devenu une autre personne, mais ça a vraiment été une évolution dans ma personne, vraiment une marche différente de montée dans ma vie. Et ce moment, cette prise de décision, c'est marrant parce que je l'ai toujours un peu comparé à mon passage en études supérieures. À savoir que quand j'étais en train de passer mon bac, j'étais dans une petite ville de Normandie, où en tant qu'homo, c'était pas forcément très évident, et le passage en études supérieures a été un moment hyper important parce que j'ai changé de ville, j'ai changé de département, et du coup je me suis autorisé à être moi-même à ce moment-là. Donc je me suis entre guillemets plus accepté, plus affiché, et j'ai vraiment été moi-même. Et ce moment, donc en 2017, quand j'ai changé de carrière, ça a vraiment été un peu la même force. Ouais. La même force de changement. Exactement.
après, je suis encore une fois pas devenu quelqu'un d'autre parce que j'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui. Mais je me suis autorisé pas mal de choses. Je me suis vraiment autorisé à m'écouter, à être encore plus moi-même, quoi. C'est génial. C'est marrant parce que comment tu le racontes, on a l'impression qu'il y a des étapes un peu clés avec des cycles derrière, tu vois. Ouais, c'est hyper fort. Génial. Et du coup, est-ce que tu as eu une formation ? Comment ça s'est passé ? Tout à fait. Ouais. On a de la chance d'être en France aujourd'hui, et je trouve que on le rappelle clairement pas assez. Il y a des choses qui sont faites et qui sont pas bien faites, mais bon, qui sommes-nous pour critiquer les politiques ? Mais on a de la chance d'être en France aujourd'hui parce qu'on a la possibilité de changer de vie, que ce soit de vie personnelle, parce qu'on a la chance de pouvoir en fait avoir 2 vies ou 3 vies ou 15 vies avec des amoureux, des amoureuses différentes, et ça c'est pas donné à tous les pays, à tout le monde, mais on a la chance de pouvoir avoir des vies professionnelles différentes aussi, et on a un soutien de l'État qui est juste unique et incroyable. Moi j'ai fait la reconversion professionnelle en reprenant l'école. Et donc en touchant le chômage, ça n'a pas été une mince affaire parce que Pôle emploi c'est très très bien et ils sont présents, etc. Mais bon, faut quand même se battre un petit peu pour avoir les bonnes informations. Je me souviens qu'en plus à l'époque on était en période électorale avant le début de la formation, donc c'était en mode vous aurez tout ce que vous voulez, vous allez parce être qu'il fallait que les chiffres soient bons à 100%, etc. Mais jamais ça a joué en ta faveur. Ça a joué, attends, tu sais pas, non, pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait, parce que dans la période de pré-rentrée à l'école des fleuristes de Paris, Pôle emploi m'a toujours dit, j'ai eu de mémoire peut-être 8 personnes différentes, 8 interlocuteurs différents de Pôle emploi qui m'ont dit oui, votre formation va être financée à hauteur de 100% sans problème. Ouais. Mais personne n'a jamais voulu m'envoyer de mail écrit pour me le confirmer. Et j'ai commencé l'école et le lendemain, ils m'ont appelé ou ils m'ont envoyé un mail, je sais plus, en me disant voilà, la formation ne sera pas financée. Donc moi j'ai un peu pété un câble, j'imagine même pas l'ascenseur émotionnel par lequel t'as dû passer. Et puis j'ai appris ça, j'étais littéralement sur les bancs de l'école. Donc je pouvais me le permettre, mais si tu veux, mais l'argent que j'avais mis de côté, il était à destination de l'ouverture d'une boutique et pas pour ça, quoi. Bon, du coup, il y a eu une mini bataille avec Pôle emploi qui finalement a accepté d'aller en ma faveur et a financé une partie de la formation. Et donc, pour répondre à ta question, j'ai fait une reconversion à l'école des fleuristes de Paris, qui est une école qui est à côté des Buttes de Chaumont, qui est une super école. Pour plusieurs choses, sur plusieurs éléments. Et donc c'est une école, quand tu fais une reconversion professionnelle adulte, qui te offre l'opportunité d'apprendre, on va dire, des très gros basiques de technique, de botanique, et un peu de vente, etc. Enfin plusieurs cours. Sur à peu près 1 mois. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'ils te donnent accès à 1 année de stage sous convention. Donc, grosso modo, c'est toi qui choisis les maisons dans lesquelles tu vas parce que tu n'es pas payé par les fleuristes s'ils te gardent de mémoire moins de 2 mois. Ouais. Donc, c'est super parce que du coup, tu peux voir plein de trucs différents et c'est super pour les employeurs parce que ils ont une main-d'œuvre qui est assez mature, qui est motivée, etc. Donc, c'est cool pour les 2 parties, quoi. C'est génial. Et donc du coup, tu as fait 1 mois de formation à l'école des fleuristes de Paris. C'est ça. Et ensuite, quelles ont été les maisons que tu as choisies du coup ? Alors du coup, à l'époque, je me souviens que mon conjoint m'avait dit tu t'y prends un petit peu tard, tu vas pas trouver de stage, machin. Et j'avais commencé en bon enfant de la com à créer un Instagram avant même d'avoir... La classique. Je fais partie de cette école aussi. Voilà. Avant même d'avoir commencé la reconversion. Du coup, je lui ai dit, écoute, je sais pas, on verra. J'y vais entre guillemets un peu au culot. Il y a quelques personnes, je pense qu'il y a quelques fleuristes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, je vais faire un post.
où je dis voilà les gars, je suis dispo, voilà mon numéro de téléphone, si tu me veux, tu m'appelles et tu m'auras. Génial. Parce que du coup à l'époque sur ton compte Instagram, tu postais déjà les créations que tu faisais, un peu de contenu autour du métier de fleuriste. On avait créé en fait avec mon conjoint de l'époque un peu ensemble une entreprise de terrarium. D'accord. Voilà. À l'époque, c'était assez tendance, on commençait un petit peu à en voir partout, c'était assez cher. Donc on avait lancé un petit site où on a vu pas mal de commandes. On était, je crois de mémoire, au mois de décembre, on avait peut-être fait 200 ou 300 terrariums. Et c'est toi qui les faisais ? On les faisait ensemble. Et c'était super cool. D'accord. Et du coup, ça m'avait permis de voir un petit peu comment ça fonctionnait en termes de consommateurs. Ouais. Mais aussi en termes de fournisseurs, parce qu'on allait à Rungis acheter la matière première, etc. Donc c'était assez cool. Et ça m'a permis de créer une mini communauté. Bon, aujourd'hui, le terrarium, c'est c'est moins dans la tendance, on va dire, mais à l'époque, c'était vraiment sympa. Je me souviens. Tout le monde avait son terrarium Exactement. Chez soi. J'avais même des marques qui m'avaient, notamment L'Oréal, qui m'avait commandé des terrariums. Enfin, c'était assez cool. Et du coup, ça m'avait permis d'avoir du contenu sur Instagram. Et du coup, j'avais fait un post en mode je suis disponible. Si tu me veux en stage, tu m'appelles. Et il y a une maison dans le premier, entre le Louvre et les Halles, qui s'appelle Paris Fleury, qui a une boutique de fleurs, on va dire familiale, qui m'a envoyé un message en me disant venez me rencontrer telle date, etc. machin. Et donc j'ai rencontré le patron, on a fait le tour de la boutique et il m'a dit bah écoutez, moi je suis OK pour vous prendre en stage pendant 2 mois. Donc j'ai commencé le stage, ça s'est bien passé, il y avait une équipe de plusieurs jeunes filles, il y avait des garçons en livraison, c'était sympa. Et au bout d'1 mois, le patron m'a dit bah écoutez, moi je suis content, je me souviens on était sur son scooter, on était à côté du Louvre. Et je le sentais venir, il me parlait un peu de salaire, il me parlait de mon passé, combien vous gagnez avant, machin. Voilà. C'était très mignon, c'était très sympa et très mignon. Et du coup, il m'a dit, bah écoutez, en fait, moi je veux pas que vous partiez, je veux vous embaucher et je veux vous embaucher en tant que responsable de la boutique. Ah oui. Voilà, donc tout ça après 2 mois. Après 1 mois, sur après les 2 mois de stage. Voilà. Ok, t'as fait mouche. Exactement. Et je lui ai dit bah merci beaucoup, c'est super sympa, mais dans un premier temps non, parce qu'en fait j'ai envie de voir d'autres choses. Mais je reviendrai, promis, je reviendrai. Laissez-moi entre guillemets quelques mois, quelques expériences, et je reviendrai à la boutique. Donc je suis parti de cette boutique au bout de 2 mois. Je suis allé au Meurice, qui est un palace parisien, parce que je voulais voir comment ça fonctionnait chez un fleuriste qui est intégré dans un palace. Parce que je connaissais très très bien le secteur des palaces du fait de mon ancien métier dans l'événementiel, mais pas forcément le côté studio floral. Et du coup, je suis resté pendant 1 mois au Meurice. C'était super intéressant humainement. Après, c'était assez rébarbatif parce qu'on travaillait tout le temps la même fleur, etc. Mais c'était vraiment hyper cool. Et j'ai rencontré Christophe, qui était responsable du studio et qui est un gars vachement sympa, enfin vraiment hyper cool. Et en plus, je prenais mes pauses déj au jardin des Tuileries, donc c'était plutôt sympa. Donc je suis resté 1 mois là-bas et ensuite je me suis dit bah attends, essaye d'aller un peu plus vers ce qui te plaît, parce que les 2 premières expériences c'était pas ce que j'avais en tête pour mon projet perso, parce que la finalité c'était d'ouvrir ma propre boutique. Ça c'était sûr depuis le départ. Tu savais d'entrée de jeu que tu voulais ouvrir ta boutique. Je suis pas fait pour être employé, en tout cas pas employé fleuriste, ça c'est sûr. J'avais envie de faire moi-même les achats, de prendre mes décisions, de créer mon univers, etc. Enfin, d'avoir quelque chose qui me ressemble, quoi. Et je suis allé dans une boutique qui est au 80 de la rue de Turenne, dans le 3e, qui s'appelle Moor, M-O-O-R, qui est une super jolie petite boutique, enfin petite, non, elle est pas petite, qui ressemble vraiment à un cabinet de curiosité, qui est vraiment très très mignon, qui a été créé par Morten, qui est un gars du Nord, des pays du Nord, qui est extra, qui a un humour génial, enfin que j'aime beaucoup.
qui est l'ancien directeur artistique de la marque Sia, qui était une marque de déco des femmes bourgeoises dans les années 90, mais qui a été rachetée par un grand groupe et qui a un petit peu baissé en gamme, mais bon bref. Et donc il a créé sa boutique qui est toute foncée, il a plein de déco qui est extraordinaire, un rapport à la religion vraiment second degré, très drôle, vraiment top, et il vend un petit peu de fleurs. Et du coup, je suis resté pendant, je sais plus, peut-être 1 ou 2 mois chez lui. Et ensuite, je me suis barré en vacances parce que j'étais vraiment en mode, mais kiffe un peu ta vie avant de partir un peu dans une aventure qui va être, entre guillemets, plus hardcore jusqu'à ta retraite, en fait. Donc, je suis parti en vacances, j'ai un peu kiffé ma vie en vacances. En plus, je venais de rencontrer quelqu'un, donc ça m'a permis de passer du temps avec lui. C'était tout s'est reconstruit. Cool. Exactement. Incroyable. On a reconstruit les bases d'une belle maison avec des fondations plutôt cool, enfin vraiment très sympa. Donc je suis parti en vacances et à mon retour, je suis retourné dans la boutique du premier et je suis resté responsable pendant 2 ans. D'accord. Voilà, de cette boutique. Donc tu as tenu parole, tu es retourné. Exactement. Toujours tenu parole. Et ça s'est super bien passé, c'était très sympa. Mais bon, au bout de 2 ans, j'avais envie d'un peu plus. Tu savais au final que c'était pas la finalité de ton projet. De toute façon, le patron le savait aussi, ça avait toujours été clair. Et il savait depuis le premier jour que moi, ma volonté, c'était de monter ma boutique. Donc c'était pas dans l'optique de lui faire un enfant dans le dos et de devenir concurrent. Voilà, donc pas du tout dans cette optique-là. Et donc, au bout de 2 ans, je suis parti et je me suis mis freelance. D'accord. Et en même temps que je montais mon projet de boutique, je faisais des missions à droite à gauche, des trucs assez cool. Je suis allé travailler dans le sud de la France, je suis allé travailler à Monaco, je suis allé travailler en Afrique, je suis allé travailler... T'as bien bougé. Alors moi je connais très bien le domaine des freelances dans le digital, mais alors le domaine des freelances fleuristes, comment ça fonctionne? Il faut savoir se bouger les fesses pour aller voir les gens. Entre guillemets, il faut réussir. Une des qualités pour devenir fleuriste freelance, c'est de savoir, comme on dit dans la com, faire du networking, c'est-à-dire avoir des relations. Créer le réseau. Parce que clairement, quand t'es pas connu, les gens ils vont pas venir te chercher. Donc c'est vraiment le monde de la fleuristerie, c'est vraiment un tout petit monde, mais vraiment un tout petit monde, que ce soit à Paris ou au national. Et si tu connais personne, c'est pas évident. Donc moi j'avais rencontré pas mal de personnes, j'avais mon petit réseau Instagram tout petit mais qui m'a permis de travailler assez facilement et du coup petite mission vachement sympa à droite à gauche, trop cool. T'as pu découvrir d'autres villes, d'autres pays. Exactement. Au final. De me retrouver dans des palais en Afrique centrale à faire les fleurs avec une très très belle maison parisienne, la maison René Vera, qui est une maison qui est top, vraiment haut de gamme, avec des humains géniaux, de se barrer à l'autre bout du monde. C'est fou, vraiment trop cool. Génial. Des expériences pro et humaines extraordinaires. Et cette période, elle a duré combien de temps? Ça n'a pas duré si longtemps que ça. De mémoire, je suis parti au mois d'août. Donc là, on est en 2018 ou en 2019? Là, on est en 2019, août 2019, et j'ai ouvert ma boutique le 2 juin 2020. Okay. Donc ça a duré moins d'1 an, sachant qu'il y a eu tous les petits confinements, tout ça entre-temps. Accessoirement. Voilà. Quand on ouvre une boutique physique, c'est ça. C'est ça. Après, nous, les fleuristes, on a vraiment été bien menés par l'État. On a été vraiment très très bien traités. Et ça, c'est encore une fois beaucoup de chance d'habiter en France, notamment pour ces raisons-là, en tout cas. Donc je devais ouvrir ma boutique le 1er avril, faire un petit poisson, et puis le poisson s'est retourné contre moi, donc je l'ai ouvert le 2 juin. Mais c'était trop cool, parce que j'ai passé le confinement avec ma moitié, et c'était extraordinaire, enfin c'était vraiment top, dans un appartement qui était cool, enfin c'était sympa, et en plus ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans le projet, d'aller plus loin dans la décoration de la boutique, etc. Enfin... Génial. Donc quand on monte une boutique de fleurs, il y a le côté monter le business, comment ça se passe, trouver un local. En termes de création,
je pense aussi qu'il y a, enfin, tu vas me dire, mais il y a tout un travail de direction artistique, de ce que tu veux offrir dans ta boutique. Comment ça se passe? Alors, je sais pas s'il y a des règles, mais en tout cas, moi, ce qui s'est passé, c'est que je voulais pas du tout créer un concept store, parce que c'est une notion que j'ai du mal à comprendre. Enfin, moi, je voulais quelque chose de simple, enfin, comme mes équipes, enfin, quelque chose de simple, de pas tiré par les cheveux. Enfin, voilà. Direction artistique, c'est un bien grand mot. Moi, j'ai pour habitude de dire que je suis artisan et pas artiste. J'aime bien la notion d'avoir les mains un peu dans la merde, en tout cas dans la terre plutôt. Mais voilà. Mais oui, la notion de déco était vachement importante pour moi parce que je voulais vraiment créer un espèce de petit écrin, d'avoir une boutique logique qui se distingue des autres, mais d'avoir aussi une boutique qui me ressemble, d'avoir une boutique dont on peut se souvenir, enfin d'avoir quelque chose d'un peu marquant. Donc je suis allé un peu plus loin que de simplement repeindre les murs en blanc. Enfin, tous les murs sont peints en vert, le plafond est repeint en vert, la vitrine, enfin toute la façade est peinte en noir. J'ai fait faire le logo par un artisan qui m'a fait de la peinture à l'émail magnifique, c'est trop cool. Enfin, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin et de créer quelque chose vraiment d'assez mis en scène, on va dire. Mais jamais prétentieux. Vraiment quelque chose de simple et d'humain. Je l'ai pas vu encore, mais je vais aller la voir tout à l'heure, ta boutique. Avec plaisir. Super. Tu es dans quel arrondissement? Où est-ce qu'elle est ta boutique? Dans le 11e, elle est au cœur du village Faidherbe. Le village Faidherbe, donc c'est une partie du 11e qui tourne autour de la rue Faidherbe. Quand tu dis village Faidherbe, c'est comme si tu disais le Marais ou le Triangle d'Or, ou c'est le nom du quartier qui tourne autour de la rue Faidherbe. Et moi, je suis au numéro 37. Super. Entre le métro Charonne et le métro Faidherbe-Chaligny. Génial. Donc, si vous passez dans le coin, vous pouvez serez aller dire bonjour à Bertrand. Est-ce que dans tout ce process, t'as eu des doutes, des peurs, des moments où tu t'es dit, bon là, ça va être compliqué. Peut-être que c'était un projet au final pas hyper abouti. Comment ça s'est passé? En amont, aucun. Vraiment aucun. Je suis quelqu'un, en tout cas professionnellement parlant, qui a confiance en lui. Tout simplement parce que le projet, je l'ai monté vraiment de A à Z de la façon la plus carrée possible. Je me suis mis en relation avec des clubs d'entrepreneurs. Je suis allé ça c'est un conseil assez précieux. Pour ceux qui veulent faire ce genre d'expérience, je suis allé à la chambre des artisans. Donc c'est pas la chambre du commerce, c'est la chambre des artisans qui est réservée de mémoire aux entreprises de moins de 10 salariés et qui m'ont vraiment super bien accompagné. J'ai eu une conseillère qui était extraordinaire. En termes de structure d'entreprise, par exemple? Genre BP, enfin budget prévisionnel, toute la partie relou que je déteste. Mais qui au final est importante pour avoir des bases solides. Qui est primordiale. Sans ça, tu cours à ta perte. Parce que ça te permet de te rendre compte de la faisabilité d'un projet. Ça te permet de savoir si tu peux embaucher, si tu peux te payer. Ça te permet de savoir un peu les prix de vente que tu peux faire, parce que tu peux être une boutique un peu haut de gamme dans le 8e ou une boutique plus abordable dans le 11e. Ce sera pas du tout le même budget prévisionnel. Ça te permet de voir ce que tu peux dégager pour faire les travaux, etc. Enfin, c'est vraiment hyper important. Et puis toute la législation relou qui est tout autour de ça, de toujours être dans les règles à fond. Toutes ces choses-là importantes, quoi. Grosse partie pénible, mais au final, il faut la faire dans le sens où après, t'es au clair. Et tu peux faire ton métier, ton cœur de métier, plus sereinement. Et le fait d'être bien accompagné, ça te permet d'être focus sur d'autres choses. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire chacun son métier. Moi, je déteste la comptabilité. C'est un truc qui me casse les noix, mais comme pas possible. C'est affreux. Du coup, j'ai un cabinet comptable et ils font très très bien leur travail. Ils vont me conseiller en cas de galère avec le personnel ou en cas d'aide de l'État, parce qu'on a eu plein d'aides de l'État, nous, en tant que fleuristes. Pendant le Covid, exactement. Donc, chacun son métier. Complètement. Voilà. Chacun son cœur d'expertise. Exactement. Génial. Et du coup, aujourd'hui, ta boutique,
Tu disais tout à l'heure par-ci par-là que tu avais une équipe. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé, le premier recrutement? Ça doit être un peu spécial comme expérience. Ouais, clairement. En fait, à la base, mais là, ça c'est aussi un conseil un peu précieux, c'est qu'il faut pas non plus avoir trop confiance en soi. Il faut se dire que quand tu es chef d'entreprise et que tu crées une boutique, je sais pas si c'est comme ça pour un bureau, ou en tout cas pour une boutique à Pignon-sur-Rue, t'accouches. Tu accouches. Et une fois que le bébé est né, il faut l'accompagner. Et tu peux pas tout faire. Tu peux pas ouvrir ta boutique à 9h le matin, la fermer à 20h30, 7 jours sur 7. J'ai vu sur ton site internet tes horaires. Ouais. Et je me suis dit, alors on va discuter de ça, parce que comment c'est possible d'avoir une amplitude horaire? Donc t'es ouvert 7 jours sur 7? 7 sur 7, ouais. Du lundi au samedi de 9h à 20h30, ouais. Et le dimanche, parce que c'est quand même plus à la cool, on ouvre de 9h30 à 17h30, quand même. Quand même. Moi, le dimanche matin à 9h30, je suis clairement pas au taquet. Donc du coup, ouais, t'as pu recruter une première personne. Ouais. Alors moi, dans ce projet-là, il y avait un élément qui était très important à mes yeux, c'était le personnel et la pédagogie. Quand j'étais en agence, j'ai toujours eu des assistantes ou des assistants, tout le temps. La plupart du temps, je les prenais en école. À l'époque, je m'en foutais de leur salaire parce que ça sortait pas de ma poche. Mais je trouvais ça vachement intéressant de les prendre à l'école parce que du coup, il y avait un échange. Moi, en tant que sachant, je leur apprenais des choses, et eux, en tant que jeunes, et notamment dans la com, ils m'apprenaient des choses. Je sais que c'est mes assistantes qui m'ont appris comment TikTok fonctionnait, parce qu'à l'époque, moi, j'étais une grosse quiche. Clairement, sur TikTok, je le suis toujours, mais... Est-ce que t'es sur TikTok? Non, j'y arrive pas. Ah ouais? Ouais. T'aurais un potentiel à être sur TikTok, pourtant. En vrai, on ne dirait pas comme ça, mais j'ai beaucoup de difficultés avec les réseaux sociaux. Ah ouais. Je me force énormément. Vous pourrez aller voir, à celles et ceux qui nous écoutent. Mais t'as quand même un potentiel humour sur Instagram qui est assez incroyable. Donc t'aurais un très bon potentiel TikTok, je pense. C'est beaucoup de temps. Pour moi, c'est vraiment moi je parle d'Instagram parce que je suis que sur Instagram, et je crois que je suis sur Facebook parce que c'est un simple relais des posts Instagram. Mais c'est un truc qui me permet de me marrer, en fait, et surtout de passer du temps avec des vrais gens. C'est-à-dire, c'est très bizarre de dire ça, mais c'est-à-dire que j'ai des gens, des femmes, des hommes en Belgique, dans le sud de la France, des gens de tout âge. J'ai des femmes un peu âgées qui vont m'envoyer des photos de leur jardin, mais c'est génial, qui vont me dire j'ai ça qui a poussé, alors trop. Que jamais elles ont mis les pieds dans ma boutique, et jamais elles ne mettront les pieds dans la boutique, mais du coup qui vont me donner mes limites, des recettes, des trucs, vraiment le côté hyper humain. Et ça c'est vraiment super. La communauté, Instagram, on l'oublie parfois, mais c'est quand même le meilleur, un des meilleurs leviers pour construire une communauté sympa, engagée. Moi, je trouve que c'est vraiment à double tranchant, et je voulais surtout pas être un influenceur à la con, à courir après le nombre de followers, machin. Là, aujourd'hui, je crois que j'ai entre 5 et 6 000 personnes qui me suivent, qui sont très gentilles de me suivre. Mais moi, mon but, c'est vraiment pas de devenir une page Insta énorme. Mon but, c'est d'avoir une communauté sympa, en fait. T'es authentique, et les gens qui en tout cas, j'essaye d'être moi-même, tout simplement, quoi. Si il y a des relous qui m'emmerdent, je leur dis crotte et tu dégages. Et si il y a des gens sympas, c'est trop cool. C'est que du bonheur, en fait, tout simplement. Donc, on n'a pas parlé de cette première ou ce premier employé. On va y arriver. Alors, pardon. Alors, ma première employée s'appelle Nina Legrand. Et c'est une jeune femme extraordinaire, humainement parlant et professionnellement parlant. En fait, moi, je suis arrivé à un moment donné, donc j'ai passé l'été, j'ai ouvert donc le 2 juin, j'ai passé l'été tout seul à la boutique, ouverture, fermeture, tout ça, machin. Période un peu particulière. Intense, ouais, déjà été, donc particulier, surtout dans nos quartiers où les gens partent l'été, on est dans un quartier hyper familial. Et en plus, c'était le premier été d'ouverture du confinement, machin. C'était très bizarre. Et je crois que c'est mon cabinet comptable, une de mes conseillères au cabinet comptable, qui m'a dit, Bertrand, il y a des aides de l'État, vous devriez prendre des apprentis. Et moi, c'était mon but.
Encore une fois, pas pour le côté financier parce qu'elles sont clairement payées au lance-pierre. Mais enfin, en tout cas, moi, mes employés, j'essaye de leur donner tous les avantages que je peux, à savoir de leur payer les heures sup en les arrondissant de ouf au supérieur, de leur donner des primes, de les avantager le plus possible. Mais le côté école était vachement important pour moi, pour ce côté pédagogie. Genre, j'ai envie de t'apprendre quelque chose, mais j'ai aussi envie que tu m'apprennes quelque chose. Ouais. Typiquement, ma première, c'était Nina, ma petite Ninette. Qui écoutera peut-être. En tout cas, gros bisous. Qui est une nénette qui a une fibre artistique extraordinaire. Et du coup, j'ai essayé de pousser sur cet aspect de sa personne. Donc ça a été top. On a eu du mal, moi j'ai eu du mal en tout cas à me séparer, parce que du coup c'était sa première année de CAP. Donc quand tu fais fleuriste, tu as le stade CAP qui dure 1 ou 2 ans, et ensuite tu as le stade BP, donc brevet professionnel, qui dure 1 ou 2 ans, et ensuite brevet de maîtrise, etc., qui est plus rare. Et elle voulait continuer. Et elle était à une période de sa vie où elle voulait vraiment un peu kiffer, vraiment. Elle était en reconversion professionnelle aussi, beaucoup moins avancée dans sa vie professionnelle. C'était plutôt une reconversion, si ma mémoire est bonne, d'école. Elle était en école d'art et elle voulait apprendre un peu la fleuristerie. Du coup elle m'a dit solution 1, si vous êtes d'accord, moi je suis trop chaude pour rester chez vous parce que c'est trop bien, la vie est tranquille, vous me laissez faire ce que je veux, on fait les achats ensemble, c'est trop sympa, vous nous emmenez en Hollande, machin. C'est voilà. Chouette. Mais solution 2, j'ai envoyé mon CV dans une grande maison qui est hyper moderne, qui est trop sympa, qui s'appelle De Beaulieu, qui est un très beau fleuriste vers Pigalle, qui fait pas mal d'événementiels, beaucoup d'abonnements, beaucoup de trucs très cool. Et elle m'a dit, s'il me prend, j'irai chez lui. S'il me prend pas, franchement, reprenez-moi, quoi. Et elle a été prise. Et elle a été prise. Ah là là. Donc il y avait une toute petite partie de moi, hyper égoïste, qui s'est dit, merde, elle ne reviendra pas. Mais j'étais quand même super content pour elle parce que c'est typiquement le genre de maison qui lui correspond vachement bien et où elle va apprendre plein de choses. Donc ça s'est super bien passé avec elle. J'ai eu une deuxième employée, apprenti, avec qui ça a été différent, et où ça s'est du coup terminé à sa première année de CAP. Et là, du coup, suis reparti avec 2 jeunes filles. Ma petite Lolette, qui est un petit bout de femme extraordinaire, et avec elle c'est hyper intéressant parce qu'on a une façon d'appréhender la vie assez différente. C'est typiquement une jeune fille d'aujourd'hui qui va avoir un style d'aujourd'hui, une façon d'appréhender les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Enfin vraiment, on est pour le coup pas du tout de la même génération et c'est hyper précieux. On s'entend vraiment très très bien, je l'apprécie énormément et elle travaille très très bien, donc ça c'est super. Donc là, Lola a fait sa 2e année de BP chez moi. D'accord. Et j'ai une 2e jeune fille qui s'appelle Atina. On peut pas l'inventer, son nom de famille c'est Fleury, Atina Fleury. Mais non. Voilà. Mais c'est exceptionnel. C'est extraordinaire. Mais non, quand t'as reçu son CV. Je me suis dit mais c'est génial, c'est super. Donc Lola et Atina, incroyable. Ouais, c'est top. J'adore. Et on est sur une jeune fille complètement différente de Lola, très posée, très calme, mais une soif d'apprendre incroyable. Et je détecte un potentiel assez fort. Donc faudra pas qu'elle écoute le podcast tout de suite, sinon ses chevilles ne vont pas rentrer dans la boutique. Mais bon, en tout cas, une équipe de 2 jeunes filles qui m'accompagnent et qui m'épaulent, ce qui me permet de pouvoir répondre à des podcasts. En plein après-midi, trop cool. un jeudi. Exactement. Mais ça me permet de pouvoir prendre du temps à faire ma paperasse, en tout cas, la partie un peu plus sombre que tu es obligé de faire quand t'es patron. Ouais. Et 2 jeunes filles sur lesquelles j'espère pouvoir m'appuyer sur le long terme assez rapidement en tout cas. Mais c'est top, bel échange. Génial. Et donc à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui ?
Eh ben le quotidien aujourd'hui. Alors une journée chez Bertrand Artisan Floral, elle commence tôt le matin. On arrive entre 8h30 et 9h. Je suis en général tous les matins accueilli par une dame qui habite dans le quartier et qui tous les matins depuis des mois m'apporte un cannelé. Tous les matins. Mais non. C'est beaucoup trop chou. Mais c'est trop beaucoup mignon. Trop mignon. C'est pas bon pour ma ligne, qui est catastrophique. Tous les matins, tu manges le cannelé. Donc tous les matins, j'adore. je mange un cannelé. Si je suis pas là le premier, elle donne le cannelé à mes apprentis en leur disant vous ne le mangez pas. Ah oui, c'est pour Bertrand. Que pour toi. Voilà. Ah oui, très bien. Et Sympa. on s'entend super bien. C'est une dame qui a vécu en Russie, en Angleterre et qui a une bibliothèque extraordinaire. Elle m'offre régulièrement des bouquins. Trop chouette. C'est voilà. Tu retrouves le côté humain. Exactement. C'est pour ça que je suis commerçant. C'est vraiment ce côt-là que j'aime. C'est trop bien. La force de la vie de quartier, c'est exceptionnel quand même. On est dans un village. Quand je te dis le village Féderme, c'est vraiment un quartier qui porte très très bien son nom parce qu'on est vraiment dans un village. J'ai la chance d'être dans un quartier où on n'a pas de chaîne. En tout cas, dans ma rue, on n'a pas de chaîne. On n'a pas ce qui est très bien. Il y a H&M, etc. Tout ça, les Zara et compagnie. Mais on n'a pas tout ça. On est vraiment que des petits commerçants. Il va y avoir le vendeur de BD, les bistrots trop cool. Il y a un autre fleuriste dans la rue avec qui je m'entends super bien qui s'appelle Amapola, qui est un fleuriste qui est là depuis 21 ans dans le quartier, qui est tenu par Jackie et je me souviens plus le prénom de son bras droit, qui sont deux bonhommes trop sympas. C'est les premiers que je suis allé voir avant même d'annoncer à ma mère que j'avais trouvé le local et à mon père. Je suis allé voir Jackie chez Amapola et je lui ai dit bonjour, voilà, je veux vous prévenir avant que vous l'appreniez par le postier ou je suis qui dans la rue. Je vais m'installer en face, mais ne vous inquiétez pas, on va pas avoir les mêmes boutiques, on va pas vendre les mêmes produits. Je pense qu'on peut plus être complémentaires que concurrents. Et en tout cas, moi, j'ai toujours travaillé en bonne intelligence avec les fleuristes qui étaient autour de chez nous dans le premier, par exemple. À savoir, si te manque de l'eucalyptus, que si t'es en galère sur tel ou tel produit, tu m'appelles, je te le file, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, pour donner un exemple, je vends pas d'orchidées parce que ma boutique est à l'ombre et je veux pas que elle s'abîme avant d'aller chez les clients. Et c'est un produit assez fragile. Je sais que lui, il est orienté différemment, donc il peut sans doute plus se le permettre que moi. Donc, dès qu'on me demande une orchidée, je leur dis allez voir Jackie en face, tout de suite. Et c'est comme ça que j'entends la vie de concurrent entre guillemets, même si le mot je l'aime pas trop. Donc voilà, gros quartier trop cool. Il y a Sensitive à côté, qui est une boutique qui vend plein de déco, plein d'objets un peu ethniques, trop sympa. Il va y avoir Princesse Lala qui va vendre des petits bijoux de créateurs et plein d'accessoires trop cool. Enfin, j'en oublie plein, mais vraiment c'est un quartier qui est vraiment super. Et donc, parce que je m'étale le cannelé du matin. Le cannelé du matin, le petit café qui va bien. Je vais pas m'en remettre. Voilà. Tous les matins. Elle est tellement chouquette. Je pourrais, je l'aime d'amour. Donc tous les matins, c'est la partie, moi je trouve un peu rigolote, mais qui est pas forcément la plus facile, c'est qu'il faut sortir l'extérieur. Et chez nous, l'extérieur, il est assez conséquent. Tu verras tout à l'heure quand tu iras voir la boutique. Chez moi, toutes les plantes sont en cache-pot. J'ai pas un seul pot plastique apparent. Il faut sortir tous les pots. On a pas mal de choses à l'extérieur, donc faut tout mettre en scène. Tous les jours, on essaye de faire un extérieur différent. On distingue les plantes d'intérieur des plantes d'extérieur pour que ce soit plus compréhensible pour les clients, mais on essaye de changer un peu les meubles de place, machin. Enfin bon, voilà, dans la limite du raisonnable, parce qu'on n'a pas non plus un extérieur de 300 mètres carrés, mais donc on essaye de faire un truc un peu sympa. Donc on fait notre extérieur. Ensuite, on va faire un petit point sur nos fleurs, arrivage de fleurs fraîches 2 à 3 fois par semaine. On remet tout en place, on check les commandes, etc. On voit ce qu'il y a à faire. Tous les jours, je fais une to-do list que j'essaye d'adapter à mes 2 apprentis.
Bon, ça se voyait plus l'année dernière parce que là, celles de cette année elles viennent de débuter, mais en tout cas, j'essaye toujours de trouver de faire les to-do list en adéquation avec les humains. C'est-à-dire que l'année dernière, j'en ai une qui aimait pas trop travailler la terre, elle travaillait plus les fleurs coupées, l'autre elle faisait plus de jardin, elle faisait plus les abonnements, etc., les entretiens de bureau, etc. Voilà. Et puis souvent le soir, on enchaîne la journée avec les ateliers. Parce que donc du coup nous on fait pas mal de fleurs fraîches, fleurs séchées, plantes, tout ça, mais on fait aussi beaucoup d'ateliers. Ça il y a que moi qui les anime. Toi qui les anime, toujours. D'accord. Atelier, on fait un petit peu d'ateliers terrarium, mais ça c'est un peu moins demandé aujourd'hui. On fait beaucoup d'ateliers fleurs coupées, où j'apprends aux gens à travailler la fleur coupée. Je vais jusqu'à leur apprendre comment on fait un emballage de fleuriste, etc. D'accord. Les petits tips pour conserver les fleurs le plus longtemps possible, tout ça. Et pas mal d'ateliers fleurs séchées, où là c'est un atelier qui est très particulier chez moi, dans le sens où tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire une cloche, tu fais une cloche. Si tu veux faire une couronne murale, tu fais une couronne murale. Si tu veux faire un accessoire, un miroir, un machin, enfin tout. Et grosso modo, tu viens les mains vides, et si tu me dis, je veux faire une cloche, tu repars avec une cloche. Donc, en fonction de ce que tu veux faire, je te donne les accessoires, et tu as le droit d'utiliser toutes les fleurs séchées qui sont dans la boutique. Ok. Et il y en a pas mal. Ok. J'en ai vu un peu sur ton Instagram, c'est hyper beau. Ouais. J'en ai vu avec des couleurs hyper flashy et tout, j'adore. J'aime bien aussi. Joli. C'est un sacré parti pris. Et j'avais un peu peur parce qu'on est dans un quartier, comme je disais, assez familial. Mais moi, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup les mélanges de couleurs, et j'avais un peu peur que ça plaise pas forcément. Et au final, les gens adorent. Ouais. Les gens kiffent et les gens comprennent mon goût, et ça fait, c'est vraiment hyper agréable. Donc ouais, pas mal de fleurs assez top. Trop bien. Mais pas que. Et du coup, les ateliers, c'est pour qui? Les ateliers, c'est de 7 à 77 ans. Okay. Concrètement, ouais, même plus, exactement. Les ateliers, je commence pour les petits à partir de 7 ans, parce qu'avant 7 ans, et notamment pour Terrarium, avant 7 ans, c'est pas forcément évident de garder leur attention. Et puis après, c'est pour tout le monde. Bien te croire. On fait souvent des EVJF, enterrement de vie de jeune fille. Bon, pas trop de VG, pour l'instant en tout cas. J'ai pas beaucoup de VG où on leur apprend à faire des couronnes de tête. Mais pourquoi pas? Moi, j'adorerais. Moi, je serais super content. Où elles arrivent en petits groupes, et elles repartent toutes avec leur couronne ou leur bouquet ou leur truc. Enfin, c'est trop cool, quoi. Trop bien. Ok. Génial. Comment ça s'est passé l'ouverture de la boutique? T'as eu des curieux du quartier qui ont été tes premiers clients. Comment ça s'est passé le 2 juin? Ça a été extraordinaire, mais vraiment fantastique, dans le sens où alors déjà, il y avait beaucoup de curieux, parce que moi j'ai repris une ancienne boutique qui a une vitrine bombée, classée, trop jolie. Elle est toute petite, la boutique, elle est grande comme un chiotte, mais elle est vraiment trop mignonne. Et grosso modo, avant moi, c'était une boutique de bijoux un peu tribal, un peu tag américain, enfin des bijoux assez gros. Enfin gros, c'est immonde de dire ça. C'était très mignon, mais c'était pas du tout le style d'aujourd'hui de la boutique, en tout cas. Et du coup, j'ai retapé vraiment l'extérieur. Si tu regardes des photos d'avant, ça ressemble pas du tout à ce que c'est maintenant. Donc il y a eu pas mal de gens qui étaient curieux, des gens de l'immeuble, mais aussi des gens du quartier. Et d'ores et déjà, j'ai eu un accueil qui était assez incroyable, assez cool. En plus, les travaux se sont faits pendant le confinement, donc c'était pas évident. Fallait faire ça silencieusement pour garder des rapports sur l'extra long terme avec la copropriété sympa, tu vois. Enfin, c'était pas évident. Parce que t'avais pas le droit de faire les travaux, si. J'avais le droit de faire les travaux, mais je voulais pas trop emmerder le monde parce que les gens étaient chez eux, quoi. Tu vois, donc voilà. Mais à partir du 2 juin, c'était une ouverture qui était extrêmement stressante, parce que 2 juin 2020 ouverture, 5 juin 2020 fête des mères. Fête des mères en fleuristerie, on est sur un des 3 plus gros moments. Donc ça, moi je connaissais le quartier, mais je connaissais pas du tout les habitudes de consommation des gens en termes de fleurs, etc. Donc pour gérer les achats, ça n'a pas été évident. Je me suis pas trop merdé, ça s'est plutôt bien passé. Donc ça a très bien démarré.
et ça n'a pas cessé de croître. Mais démarrage assez stressant, mais excitant. Et accueil de ouf. Enfin, que ce soit les gens, les consommateurs, les clients, qui ont été vraiment très sympas et qui ont compris assez rapidement l'ambiance de la boutique, qui l'ont trouvé jolie, tout ça, qui m'ont fait plein de compliments. Et puis bon, ça je devrais pas le dire, mais bon, allez, je vous le dis quand même. Mais en fait, quand on est à l'intérieur de la boutique, quand on est assis au comptoir, je sais pas si c'est le fait que la boutique soit avec un verre bombé, mais on entend absolument tout ce que les gens disent à l'extérieur. Et incroyable, ouais, du coup t'as l'oreille fine, t'as une fine. C'est très drôle parce qu'on entend les vieilles dames qui cancanent, on entend les jeunes qui disent mais regarde, c'est trop beau, machin. Enfin, on entend énormément, sans prétention, on entend vraiment beaucoup de compliments. Donc ça, c'est hyper grisant, c'est vraiment agréable. Et donc ouverture assez folle et trop cool. Et très très rapidement, j'ai eu des habitués. Mais au bout de 2 mois, j'avais pourtant les bouquets, les plantes, c'est des choses les plantes, c'est une durée de vie très longue, mais les fleurs, c'est 1-2 semaines, on va dire voilà. Et j'ai eu très très vite des gens qui sont revenus et qui sont maintenant des habitués. Je saurais pas si on peut le calculer. Faudrait y faire un peu plus attention, mais je pense que j'ai 70% d'habitués. Ah oui. Ouais. Je m'emballe peut-être. Non, je suis peut-être pas 70% d'habitués, mais j'en ai beaucoup. 50, même si c'était la moitié, c'est énorme. Alors que ce soit, comme je disais tout à l'heure, à la mamie qui va venir m'acheter juste une rose. Oui, tu me disais en off que t'avais une mamie qui venait toutes les semaines. Ouais. T'achetais une rose. Trop chouquette. Elle est adorable. Je suis sûr qu'elle n'entendra jamais le podcast, mais si elle l'entend, mon Dieu, mais je vous aime, madame, je vous trouve trop mignonne. Faut lui installer l'app. Mais oui. C'est adorable. Elle vient toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, m'acheter une petite rose à 2 € et c'est trop mignon. Mais j'ai aussi des clients qui reviennent très régulièrement avec des budgets beaucoup plus conséquents et bon, le budget, c'est important parce que je suis chef d'entreprise, mais c'est pas ce que je vise en premier lieu. C'est vraiment le rapport humain qui est hyper important, quoi. Et alors, je sais pas si tu vas en parler ou pas, mais est-ce que t'es rentable aujourd'hui sur ton projet? Comment ça se passe? Je suis hyper sain. Okay, je suis hyper sain. Je suis, pour tout te dire, d'après mon cabinet comptable, anormalement sain. Ah ouais, c'est génial. Ma marge n'est pas bonne. Pour tout te dire, ma marge n'est pas bonne. Mon comptable me tanne pour que j'augmente mes prix. Ouais. Mais moi, je m'en fous. Okay. Je ne veux pas. En fait, la boutique, elle est toute noire, avec les logos dorés, elle est ancienne, machin, donc elle peut faire peur. Je vais pas te dire que c'est comme quand tu rentres chez Dior où tu te fais une petite crottine en te disant, oh là là, je vais me faire juger. À ma tête, ça se voit que j'ai pas du tout les moyens de me payer un sac à 6 000 balles. Mais donc on n'est pas du tout sur cette optique-là, mais je me suis toujours dit que cette boutique-là, elle pouvait faire un peu luxe, un peu peur. D'accord. Donc j'ai pas envie d'être un fleuriste cher. J'ai des produits hyper chers. Je vais avoir des tiges de fleurs à 10 balles, mais parce que c'est des tiges de fleurs qui sont genre soit un peu rares, soit vraiment cool ou machin, mais voilà, exactement. Mais je vais avoir des produits vraiment pas chers, des petites plantes à 5 €, machin, enfin vraiment de tout est abordable. Donc ma boutique est rentable. Mon business plan a été monté de façon pessimiste. Je voulais vraiment faire un business plan en me disant je vais pas gagner d'argent, ça va être horrible, je vais devoir me saigner aux 4 veines, etc. Donc le business plan est largement rempli. Boutique saine et je suis, professionnellement parlant, apolitique. Je parle jamais de politique sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment pour moi, c'est pas que c'est vulgaire, mais c'est que ça regarde personne. Je trouve que c'est quelque chose de très personnel. Mais encore une fois, l'État a été vraiment très très présent. On a reçu, nous, en tant que fleuristes, et puis il y a sans doute beaucoup d'autres corps de métier qui ont reçu des aides. On a été vraiment favorisés et vraiment beaucoup aidés. Donc, c'est bien. Ouais. Sans ça, ma boutique, mon business, serait sain, mais grâce à ça, c'est quand même pas mal. Et ça me permet de faire des investissements. Ça me permet concrètement, en fait, ça me permet de faire plaisir aussi à mes filles, à mes employés, quoi. De pouvoir les emmener en Hollande à mes frais, de pouvoir leur faire visiter les producteurs, les machins, tout ça. Enfin, de pouvoir kiffer un peu la vie ensemble, quoi.
au final, le métier, quand même, pendant la crise du Covid, il y avait plus, quoi. Eh ben, si. Ah ouais? En tout cas, nous, les fleuristes, enfin, je sais pas si on peut faire une généralité, mais j'ai un peu la sensation, sans porter de jugement, mais j'ai un peu la sensation que les fleuristes qui se sont un peu sortis les doigts et un peu motivés ont vraiment bien fonctionné. Nous, on n'a jamais fermé, en fait. On n'a jamais fermé. On a eu une période qui était vachement difficile. De mémoire, c'était plutôt en octobre, parce que c'était une période où les clients n'avaient pas le droit de rentrer à l'intérieur de la boutique. Donc, on avait le droit d'ouvrir la porte, mais pas de mettre des choses à l'extérieur. Mais juste, voilà, c'est ça, de faire du click and collect, machin. Enfin, c'était hyper difficile. Concrètement, moi, j'avais l'impression d'être un dealer de drogue, où t'avais les mamies qui discrètement me glissaient un billet entre les mains en me serrant la main, machin. Enfin, c'était affreux, c'était hyper violent psychologiquement, surtout qu'en plus, moi, ma boutique, elle est juste à côté de là où se sont passés les attentats en 2013, donc c'était la période anniversaire, donc j'avais les flics juste en face de la boutique H24, donc je me suis fait taper sur les doigts parce que j'ai sorti 2 pauvres pots de lierre et qu'un flic un peu Cowboy m'a clairement menacé en me disant vous savez très bien ce que vous faites, si je reviens demain et qu'il y a encore les pots, machin, alors que tous les fleuristes de Paris sortaient leur vie dehors, mais bon, c'est pas grave. Le droit aux lierres. Voilà. Donc bon, ça m'a appris un peu la vie et on s'est débrouillé autrement. Ça nous a permis de diversifier un peu la communication, d'essayer de trouver des solutions. Je sais qu'il y avait un super bar à vin qui s'appelle le Vin des Possibles, qui est juste à côté de la boutique, qui est tenu par une jeune fille qui s'appelle Colline, qui est une jeune femme qui est extra humainement et qui vend des pinard trop bon, qui a des planches, des machins. Participe à ta passion pour le vin. Exactement. Un de mes fournisseurs, du quartier en tout cas. Et du coup, on a réfléchi parce qu'elle galérait aussi. Click and collect, en fait, quand t'as pas une force de com et que tu viens d'ouvrir, parce qu'elle venait d'ouvrir aussi. Ben, c'est pas évident. Donc on a créé un espèce de kit apéro où en fait elle fournissait une bouteille de pif, une planche et moi je livrais en plus des fleurs en vrac. Et donc avec les clients on se retrouvait sur Zoom et compagnie le soir et on faisait un cours. Ah, c'est chouette. En buvant chacun de son côté de l'écran un petit verre de vin et c'était trop sympa. Okay. C'était vraiment trop sympa. Donc voilà, ça nous a permis de nous... Ouais, au final, ça a un peu travaillé la créativité sur les offres, quoi. Exactement. Génial. Et c'est quoi ta fleur ou ta plante préférée où à chaque fois que tu vois, tu te dis, ça c'est quand même trop beau, c'est exceptionnel. Alors c'est marrant parce que avant de me lancer, j'avais évidemment jamais... j'avais déjà mis les pieds à Rungis, mais j'avais jamais acheté en gros... d'achat en gros de fleurs. Donc je connaissais pas toutes les plantes. Enfin, aujourd'hui je les connais toujours pas, hein, mais j'en connais quand même un petit peu plus. Et je crois qu'à l'époque ma fleur préférée c'était l'anémone. Et l'anémone c'est une fleur où on dit que c'est la fleur de la rupture, mais la fleur de la rupture positive, la fleur du renouveau. Et comme quoi ça a été fou. Ouais, c'était rigolo, c'est le fruit du hasard, mais je trouve que c'est une fleur qui est assez cool. Moi, je crois beaucoup à la signification. Enfin, j'aime beaucoup ce truc de la signification des fleurs. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. On apprend plein de trucs et puis ça parle du passé, de l'histoire, etc. Donc c'est vachement intéressant. Aujourd'hui, je pense pas que j'ai une fleur préférée. J'aime bien les fleurs, comme je disais tout à l'heure, un peu rigolotes, les fleurs qui vont me faire marrer ou clairement, si j'étais une fleur, je me serais un peu foutu de leur gueule. Genre, oh là là, mais quelle tête tu as, toi, ma pauvre chérie. Enfin, un truc un peu qui sort de l'ordinaire. Et j'aime bien les fleurs qui sont retravaillées par l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve, par exemple, des œillets qui vont être reteintés par capillarité. Donc, ça te crée un veinage de couleurs dans la fleur qui est assez incroyable. Voilà. Donc, pas de fleurs préférées à proprement parler, mais les fleurs rigolotes, quoi. Ouais. Tout simplement. Un truc qui t'amuse un peu. Exactement. À travailler. La vie est courte. Amusons-nous. Génial. J'ai 2 dernières questions pour toi, Bertrand. La première, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un là qui nous écoute et qui a envie de se reconvertir vers le métier de fleuriste, ce serait quoi ? C'est déjà sois courageux mon petit ou ma petite parce que il faut te donner corps et âme. Entoure-toi bien, vraiment entoure-toi bien, que ce soit comme on disait tout à l'heure par tes proches mais aussi par les professionnels.
Chambre des artisans, méfie-toi des banques, renégocie les banques parce que ce sont des commerçants eux aussi. Et surtout, renseigne-toi et fais des expériences avant. Va voir des fleuristes, va leur demander de faire un micro-stage, va leur demander de t'emmener dans les endroits et de te faire les choses les plus difficiles parce que tu vas devoir les faire après. Ouais. Va mettre les mains dans l'eau froide en plein hiver, rester toute la journée la porte ouverte alors qu'il fait moins 8000 dehors. Comprendre la réalité du métier. Exactement. En fait. Okay. Et à ce moment-là, une fois que tu as passé ces étapes-là, est-ce que tu vibres encore? Est-ce que ça te fait encore rêver? Est-ce que tu as encore envie? Et si tel est le cas, mais vas-y, lance-toi à 200%. Génial. Et donc, ma dernière question pour toi, Bertrand, c'est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve avec 3 personnes, personnalités ou des proches qui t'accompagneraient et te conseilleraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Alors, qui me conseillerait? Alors, c'est marrant cette question parce qu'on me l'a déjà posée. C'est vrai? Ouais. Et je me souviens plus du tout de ce que j'ai répondu, mais en fait, je pense que je m'entourerais de personnes qui me font un peu vibrer. Tu vois, c'est rigolo cette question. Je vais encore parler politique alors que je suis. Mais c'est la période là. Mais oui. C'est bon, on en a jusqu'à mi-2022. Exactement. On peut y aller. Mais tu vois, je pense que je m'entourerais d'une personne intelligente, genre Christiane Taubira, mais qui m'émeut au plus haut point par son intelligence, sa culture, son bagou, sa force et sa beauté. Je trouve que c'est une femme qui est très très belle. De l'extérieur comme de l'intérieur, donc je rêverais de passer un soir, de l'inviter à dîner et de passer un soir avec elle à discuter, à débattre. Je pense que je m'entourerais aussi d'un élément, on va dire, un élément un peu de détente. 4e degré, genre un bon gros Gérard Depardieu ou un Benoît Poulvorde qui clairement vont me vider ma cave, mais au moins qui vont me faire rire. Exactement. Je sens que tu vois, il y a un repas où tu vas bien bouffer, tu vas rire, ça va être n'importe quoi, mais un truc rigolo. Et une autre personne qui partagerait cette notion de bienveillance et de positif. Là, évidemment, je pense à une personne qui n'est pas Ita, mais qui est une de ses meilleures amies, qui habite en Bourgogne, qui est une maman, qui fut ma belle-maman, fut un temps, qui est un être extraordinaire de bonté, de générosité, de bienveillance. Qui sont des qualités que je retrouve chez mon conjoint actuel. Et ouais, une 3e personne, en tout cas, mixée par toutes ces personnes de bienveillance. Génial. Ça serait important. Sacré board. Ouais. Christiane Taubira, Gérard Depardieu et un mix entre ton compagnon, une ex-belle-maman et la valeur bienveillance. C'est ça. Bon. Ça promet un repas assez sympa, je pense. Pas mal, on les verra bien là autour de la table. Exactement. Avec des fleurs tout autour et là on est nickel. Génial. Merci beaucoup Bertrand. Merci à toi. Pour ton partage de ton expérience, c'est hyper chouette. Et là on va se lever, on va aller visiter ta boutique. Allez, c'est parti. Super. À bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ou réécouté cette conversation de 2021 avec Bertrand Fussien. Maintenant, j'espère que vous êtes curieux de découvrir la suite de son parcours. 4 ans et demi plus tard, que reste-t-il de cet élan du début? Bertrand a-t-il toujours sa boutique de fleurs dans le 11e arrondissement de Paris? Quels ont été les hauts et les bas de ces dernières années? Qu'est-ce que dirait le Bertrand de 2026 du métier de fleuriste? Et est-ce que sa passion pour les fleurs lui est passée ou est-ce qu'elle est toujours là? Si vous avez envie de connaître les réponses à ces questions, je vous invite à écouter la suite de son parcours dans l'épisode 122 du Tilt. Mais avant de partir, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un avis super sympa sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide à faire rayonner le Tilt. À bientôt!